Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lucernaire L'Harmattan. Directeur de collection. Philippe Persson et Denis Rolland. Cette collection publie les œuvres programmées au Théâtre du Lucernaire. Déjà paru. Marie-Élisabeth Cornet, Laurent Dubost, Samuel Légitimus, Attila Reine des Belges ou l'Odyssée d'une mère 2010. Martine Thinieres, Les Mauvaises 2010. Alexandre Dumas, Compagnie de l'Ange d'Or, Les Mohicans de Paris, adaptation pour le théâtre de Patrick Chevalier 2010. Laurence Février, Suzanne. Une femme remarquable 2009. Nick Mazodier, Méli-Mélodrame 2009. Vincent Collin, adaptation du roman de Franz Kafka, America 2009. Hervé de Volder, Jupe courte et conséquences 2008. Jacques Hadj, Adèle a ses raisons 2007. Nous devons beaucoup à de très utiles contributions d'experts en sciences, économie. Nous les avons lus avec attention. Leur pensée peut se retrouver ici, ou là dans cet essai théâtral, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Notre reconnaissance ira en particulier à Naomi Klein, Joseph Stiglitz, Daniel Cohen, Bernard Marie, Philippe Labarde, Jean Montaldo, Jordan Belfort, ainsi qu'aux journalistes du Monde et du Monde, diplomatiques qui ont à leur manière contribué à enrichir le discours et les traits de nos personnages, tous fictifs bien entendu. Patrick Chevalier, Ismaïl Safouane. Préface. Les joies du cynisme. Philippe Choulet. Oui, j'étais votre parasite, je parle maintenant la langue du nihilisme. Dostoïevski, Les Possédés. Ne vous y fiez pas, ne vous réjouissez pas trop vite. La pièce qu'ils vont avoir le plaisir de jouer devant vous n'en est pas une ou si peu. Elle est juste un décalque de la réalité. Elle est faite de morceaux prélevés sur les processus réels, de moments extraits du continuum financier, du mouvement perpétuel spéculatif et capitalistique qui nous occupe, au sens militaire du terme. C'est une rareté, de voir des auteurs de théâtre jouer les prédateurs à leur tour, afin de mimer les conduites des seigneurs qui nous dominent. D'habitude, l'auteur de théâtre brode, invente, caricature, grossit, réduit, on pense à Grand-peur et misère du Troisième Reich de Brecht pour composer une illusion comique, afin d'introduire le spectateur dans un autre réel, dans un autre jeu, dans une autre mise en scène, et même pour plaire et divertir malgré la tragédie, la cruauté, le côté affreux de la chose. Pour la caricature du capital, on a un modèle télévisuel, les guignols de l'info. Mais ici le degré d'idéalisation est réduit au plus sec. Parce que la réalité dépasse la fiction, elle en tient lieu, nonobstant le fait qu'il s'agit tout de même de théâtre. Nos auteurs ne font que reproduire, citer, répéter le discours, le geste, la posture. À quoi bon alors, dira-t-on ? Le théâtre a-t-il encore un sens s'il n'est qu'une reproduction du discours dominant ? Il n'y a qu'à lire les journaux, à condition de voir dans la presse un reflet fidèle de la réalité. Et ça sert à quoi, de lire les journaux, si c'est pour se rendre encore plus insensible à force d'habitude et de répétition. Mais là est l'illusion, et là est la ruse, justement. La réalité que le théâtre s'efforce de restituer ici est déjà de la fiction, déjà une construction mentale, un récit, des histoires. C'est même déjà du théâtre, et quel ? Le plus cruel, le plus vain, le plus ridicule des théâtres de la cruauté, et hélas le ridicule ne tue plus. Mais surtout, cette pièce pratique la citation, et cette répétition interroge notre insensibilité nouvelle, notre dureté de cœur, notre mentalité bien cuite, notre cuistrerie revenue de tout. Voilà l'intérêt de cette pièce. Elle dit la dimension schizophrénique, c'est sûrement une insulte pour les schizos, ou simplement abstraite de la réalité dominante de l'argent, de la finance. La finance, ce mot d'esclave, disait Rousseau, de la spéculation. Quel curieux mot qui dit en même temps la perversité du jeu et la contemplation sublime des idées, de la mathématique, enfin des apostrophes. Une technique mathématique, dont les matrices engendrent des monstres, rançon du sommeil de la raison comme pensée des principes premiers, des valeurs fondamentales et des fins dernières de l'humanité. Et plus matériellement, elle dit aussi l'exploitation des hommes par les hommes, des végétaux et des animaux par les hommes et la destruction systématique des ressources naturelles, après moi le déluge. Le capital a toujours été machine à pressurer, comme un percolateur. La pièce dit
Elle prononce, elle parle, elle nomme, elle montre, elle répète, elle expose, jusqu'à l'obscénité. C'est sans attrait, sans fioriture, sans ornement, pas de vers, sauf ceux de la pourriture d'un monde, juste de la prose, et encore c'est la prose de l'immonde. Ou d'un pseudo-monde qui ne trompe plus guère le sien. Et si l'on entend bien de prose, il en est aussi question pour les Grecs, mais on va m'accuser d'avoir mauvais esprit. Cet émondage du poétique, c'est sans doute exactement et seulement ce que mérite le cynisme de la prédation. L'idéaliser par l'ironie ou l'humour, par la distance et la construction savante de la fable, c'est déjà le rendre acceptable, c'est en faire un spectacle, c'est jouer son jeu. Le capitalisme récupère tout, absolument tout. La duplication que constitue cette pièce réduit la marge de jeu. Pas facile à récupérer, le miroir manque de puissance de déformation. Pour la séduction, on repassera. La sidération agit. Pareil montage est bien réel, même un dieu, même la nature n'aurait pu l'inventer. L'appétit humain, si. Nous disions plus haut qu'il fallait de l'estomac et du courage pour oser cet exposé de la violence financière. Il en faut car comme y insistent les auteurs, il y a un absent, c'est le sujet de l'empathie. Il n'y a plus qu'un plateau de la balance. Le bon, la victime, l'opposant, le résistant, tous ceux-là ont disparu. Les proies sont hors champ. Même Madame Canales à qui Ted Noé veut vendre son crédit, sic, est silencieuse à l'autre bout de la ligne. Nous n'entendons que ce que Noé, le si bien nommé, veut bien traduire de ses réponses. L'identification par la pitié, par la communauté d'intérêt, par le partage de l'espoir et des valeurs est donc suspendue, au profit de la communauté de rôle. Finalement, Madame Canales, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Le capital monologue. Et les auteurs parient alors sur une puissance singulière du théâtre. Produire son public par la sidération et provoquer en lui une forme de révolte, provoquer, dit l'étymologie, c'est appeler dehors. Il y a une preuve par les effets de la justesse de cette pièce, c'est celle de l'unité de l'écoute et de la compréhension, qui s'appuie non sur la sidération de l'ahurie, de l'hébété, du stupide, mais sur la sidération de la découverte, de l'illumination soudaine, du moment précis de la compréhension, moment aveugle, où l'on prend la lumière de la vérité en pleine jet. L'obscénité du dévoilement expose comme il faut l'autre obscénité, pornographique celle-là, celle de l'avidité cupide et du jeu pervers et irresponsable. Voilà pour la scène. Les coulisses maintenant. Je veux dire, l'objet. De quoi s'agit-il ? D'un problème métapsychologique au sens freudien, c'est-à-dire du destin des pulsions d'agressivité, d'emprise, de prédation, de la perversion d'Éros, de la souveraineté de Thanatos. À la Montesquieu, comment peut-on être prédateur ? Va pour un crocodile, un vautour, un tigre, un requin. On ne va pas leur reprocher d'être ce qu'ils sont, ils reprennent même du service sur le plan métaphorique, on ne les a pas consultés, faut dire. Mais être devenu prédateur économique, financier, banquier, boursicoteur, voilà qui trouble. La question est d'abord anthropologique. Que sont donc la culture et la civilisation humaine pour engendrer de pareilles étrangetés ? Elle est ensuite ontologique. Comment cela peut tenir un prédateur en dehors du pur instinct animal ? Ça a un reflet dans un miroir, un prédateur ? Je veux dire, en dehors du narcissisme infantile, que peut-on y voir ? On y voit des exemplaires, pas des exemples, ce serait trop d'honneur, de l'appétit à son état de droit naturel. Ce droit qu'on appelle aussi droit de la mendication, manger ou être mangé, mâcher ou être mâché, de la dévoration. C'est un droit de la force, qu'elle soit individuelle ou collective, personnelle ou institutionnelle. Ce n'est pas le droit du plus fort, c'est plutôt le droit d'une certaine forme de faiblesse. Le droit du plus vorace, du plus gourmand, du plus féroce, du plus cruel, du plus avide. Vanité et vacuité. La prétendue force du plus fort n'est jamais qu'un résultat, une résultante. Le plus problématique est bien dans tout ce qui précède. Et contrairement à ce que croit Hobbes, ce n'est pas le Léviathan qui permet de se sortir d'affaire, car loin que le droit positif des institutions rompe avec le droit naturel de la force, il en est bien plutôt, comme dit Spinoza, la continuation par d'autres moyens. Voilà le système de la prédation financière, la satisfaction des pulsions sous couvert d'un état historique du politico-juridique. La fausse paix des banques comme continuation de la guerre par d'autres moyens. Et la vie humaine n'est pas avare d'inventions, quant à ses moyens. Tout y passe.
L'art, surtout sous sa forme contemporaine, les médias, la presse, le sport, le sexe, jusqu'au raton laveur, le jour où il sera rentable, ça va pas tarder, je serai lui, je numéroterai mes abattis. C'est vrai, cette vision des choses est expéditive, rapide, brutale. Un peu. À peine plus que celle de son objet. On peut lui reprocher d'être un raccourci, un peu court, jeune homme, dirait un spiritualiste à Spinoza. C'est en effet qu'elle court-circuite toutes les belles et savantes médiations pseudo-humanistes, tous les récits fondateurs, tous les masques de comédie, toutes les belles histoires avonculaires, celles de l'oncle Sam, mises en place par les institutions pour mieux mentir et dissimuler les processus. Même la mathématique et l'économie comme sciences sont devenues des valets aux gages de la classe capitaliste, des idéologies. Délicieux portrait de Milton Friedman, clochard à deux faces, ancien prix Nobel mis sous tutelle d'un côté, schizophrène échappé d'un asile de l'autre. Mais une fois le rasoir passé sur les histoires, que reste-t-il? Le froid paiement comptant, dit Marx. Il n'y a rien d'autre, non pas qu'il n'y ait plus rien, mais il n'y a rien d'autre. C'est tout. Les prédateurs nous laissent ce goût amer, ce n'était donc que ça? Tout ça pour ça? Le fond de tout cela, c'est la question du cynisme. J'ai tendance à distinguer trois formes de cynisme. Le cynisme philosophique antique, celui de Diogène, le cynisme cupide et le cynisme philosophique moderne. Laissons de côté le premier, que sa dénonciation des conventions fait ricaner d'aise, mais dont le principe n'est ni juste, le philosophe Diderot le fait remarquer à la fin du Neveu de Rameau. Depuis quand peut-on considérer la nature comme une providence, ni sympathique, copuler sur la place publique, manger à même le trottoir et fabriquer de la fausse monnaie? Qu'est-ce donc, sinon de l'idéal de voyous et de voyelles, à peine bon à faire jubiler l'intellectuel bourgeois pseudo-frondeur, et à la mode, et à inviter le fonctionnaire à S', encanaillé en rêve? En revanche, plus intéressant pour nous est le cynisme cupide, c'est l'objet de la pièce. Les prédateurs traitent du cynisme de l'accumulation qui voit en toute chose sa proie, qui réduit toute chose au calcul de son profit. L'intérêt ne pense pas, il calcule, Marx. La raison y est seulement la faculté d'additionner, de soustraire, de diviser, de multiplier. Petit jeu, devinez quoi. Certes, comme le montre l'exposé de l'ingénieur Kant, professeur d'ingénierie quantitative, c'est un peu plus complexe et tout à fait propice à ce qu'on n'y comprenne rien, comme dans un tour de prestidigitation. Mais l'essentiel est dans les effets de l'entendement binaire, colonne crédit, colonne débit, voyez qu'est-ce. Tout a un prix, donc une valeur, ou plutôt la valeur d'une chose est son seul prix. Triomphe de l'esprit bourgeois machiavélique, les affaires sont les affaires. Circuler, il n'y a rien d'autre à voir. Le plus étonnant n'est pas que ces choses-là existent. On peut renvoyer ça à une nature humaine, on peut y lire une logique des processus historiques, qu'importe. Ce qui intrigue, c'est que malgré l'abondance de la littérature sur la chose, de Platon, Sénèque et Plaute à Armand Robin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.